Bonjour. Mais j'ai envie de commencer par quelque chose. Et non, nous ne reproduirons pas les erreurs du passé. Ce fut une erreur d'enseigner aux femmes d'autres talents que ceux d'odalisques ou de servantes. L'auteur, John Stuart Mill, plus exactement, sa femme avait écrit cela avant. Il a oui. Les écrits sur l'asservissement des femmes, ce sont d'abord Harriet Taylor Mill qui les a écrits, puis il les a, avec des articles de lui-même, publiés, et puis ça a été à nouveau republié, et cette fois-ci, il a osé dire que c'était plutôt Harriet qui avait commencé à écrire cela, et ça a été un tollé. Pourquoi je fais signe? Pas seulement parce qu'on va pas faire que des citations françaises, hein. On n'est pas là pour ça, mais parce que, le savez-vous, Harriet Taylor Mill est morte à Avignon de tuberculose, et que son mari, tout british qu'il fût, est venu s'installer à Avignon pour être proche de la tombe d'Harriet. Donc c'était un peu un hommage à un Avignonnais d'adoption, et tous les deux ont travaillé sur l'affranchissement des femmes. Voilà. Pourquoi? Eh ben, c'est un peu en hommage à nos amis qui sont là et qui vont intervenir sur ce thème lancé, je crois, par toi, Abraham. Révolution, point d'interrogation. Rien que ça. Hein, on pourrait dire les événements en Iran, la condition des femmes en Iran, enfin, on aurait pu, tous ces titres. Non, révolution, point d'interrogation. Et c'est à l'honneur de la LICRA d'avoir avec le pavillon, c'est ça, hein, le pavillon Iran, Masha Amini. J'ai tendance à dire la maison Iran. Je sais pas pourquoi, pas pavillon, mais la maison, mais le pavillon Iran, Masha Amini, que l'on a organisé cette table ronde. Alors, pour cette table ronde, ambitieuse, hein, dans le titre, nous avons la joie d'accueillir, la joie et puis plus que ça, l'amitié, d'accueillir Shala Shafik, d'accueillir aussi, je le dis dans l'ordre de passation de la parole, Sourour Kasmaï, et puis Iris que nous avons la chance d'avoir et qui remplace Farid Waïd, qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales. Alors, je vais dire 2-3 mots pour vous présenter. Et évidemment, vous avez la liberté de rajouter ce que vous avez envie de rajouter. Je suis en train de regarder entre le rose d'Iris, etc. Nous faisons assez drapeau français pour le 14 juillet. Il n'y a que toi, Shala, qui est tout de suite... Ouais. Alors... Shala. Bon, je pourrais te présenter comme une amie, mais ça ne suffit pas car c'est pas un titre. Non. Shala est docteure en sociologie. Elle est essayiste, écrivaine. Elle écrit en persan et en français. Notamment, mais pas seulement sur la condition des femmes, bien au-delà, une réflexion sur les évolutions de la société iranienne et bien au-delà de l'Iran, avec les conséquences sur les inégalités, notamment hommes-femmes. Et c'est d'ailleurs à ce titre que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ont reconnu tous ces talents et que tu as été membre de ce Haut Conseil. Plus récemment, Shala a été nommée membre du Parlement des écrivaines francophones. Le dernier essai de Shala, c'est tout un programme qui correspond à ce que nous allons faire aujourd'hui, enfin, ce dont nous allons parler aujourd'hui, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Le pont est fait. Ensuite, Sourour
Sorour Kasmaï. Nous sommes rencontrés à l'Assemblée nationale, où il y avait aussi un colloque organisé entre l'Assemblée nationale et la LICRA, à l'initiative de la LICRA, sur des sujets concernant les événements en Iran. Alors, Sorour est romancière, traductrice, créatrice d'une collection à Actes Sud. Elle aussi exilée, qui a étudié la langue et la littérature persane, et qui, justement, je regarde mes petites fiches pour ne rien oublier, a été traductrice du persan en français pour des théâtres, nous sommes ici à Avignon, pour des théâtres en France et pour l'Opéra de Paris. Je peux te juste corriger, je traduis du persan en français des textes littéraires, mais le théâtre et l'opéra, je fais de la traduction du russe en français. Donc ma spécialité, voilà. Formidable. Vous voyez, les talents sont encore plus grands que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, tu as publié plusieurs romans, des nouvelles en persan, et évidemment, tu pourras en citer, si tu veux, lors de tes interventions. Alors, Iris Farkonde, je prononce bien, Farkonde, voilà. Alors, on l'a dit, tu t'es beaucoup impliquée dans l'organisation. Tu as eu la gentillesse de remplacer au pied levé Farid, qui nous a prévenu qu'il y a une journée. Et tu es universitaire. Et vous avez entendu cette jeune femme, si jeune, est spécialiste de sanskrit et de persan. Et justement, je pense que tu vas apporter ici toute une réflexion sur ce qui nous tient à cœur, toutes les quatre. C'est que la révolution a forcément une dimension culturelle. C'est ce qui distingue la révolution de tous les autres événements politiques. C'est pas des violences, c'est pas de la répression, c'est quelque chose d'autre. Et ce que nous avons entendu dire hier au soir par le texte de Chala, c'est-à-dire la révolution, c'est un élan. Et dans cet élan, il y a une origine lointaine. Il y a un avenir. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps, parce que dans le temps, la révolution inscrit quoi? Des changements de vision, de mentalité, des changements d'institution, des changements de façon d'être, de façon de vivre, et que cette dimension culturelle, ici, à Avignon, a toute sa place. Donc, de l'hommage à Harriet Taylor Mill, à vous, les amis, qui allez parler d'une évolution si importante dans les mentalités. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça dépasse des frontières. La dimension culturelle, notamment, fait que nous sommes tous partie prenante au-delà des frontières de l'Iran. Et donc, c'est une façon aussi de dire merci. Alors, Chala. Il va y avoir toute une série de questions. On va essayer de les faire un peu rapidement, mais c'est très logique. Nous les devons notamment à Abraham. En plus, avec un nom pareil, écoute, tu nous inscris dans l'histoire longue. Et justement, on va commencer par l'histoire. Comment ces événements s'inscrivent dans l'histoire? Comment ils se développent aujourd'hui? Comment ils se déroulent? Donc, c'est deux questions liées, un regard un peu sur l'histoire et aujourd'hui. Alors, vous avez la liberté d'insister plus sur l'histoire ou plus sur le déroulement actuel, les deux étant liés. Et puis, on passera à d'autres questions après. Je laisse le suspense. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous à côté de Jacqueline Kosalascu, qui est, voilà, que dans une amitié, un travail commun nous lie.
Comme a dit Jacqueline, j'étais aussi ravie hier soir de la lecture de ce texte qui va se refaire lundi 17. Et là, ce que j'ai dit, je vais le redire ici dans ce texte, c'est, pour moi, cette révolution femme, vie, liberté est comme un temps un temps composé, passé, présent, avenir. En fait, c'est un événement qui s'inscrit dans une continuité et qui en même temps accomplit une rupture. Ça veut dire dans une continuité, puisque de près de plus d'un siècle, il y a une lutte des femmes pour la liberté qui continue dans le pays, l'image qu'on n'a pas souvent de nos pays, puisque malheureusement l'historicité de nos pays s'est effacée par cette identité communautaire qu'on lui colle. La communauté musulmane, les pays islamiques. Alors que chaque pays, depuis l'Iran, Algérie, Irak, Égypte et tous les pays, la Turquie, etc., ont leur propre historicité. En ce qui concerne l'Iran, on a notre propre histoire avec les luttes sociales et politiques qui ont traversé notre pays. Et la question des femmes, comme je le développe dans mes essais, mais aussi dans les textes littéraires, c'est la question brûlante. C'est la question centrale de l'évolution contemporaine de l'Iran. Dans la révolution femme, vie, liberté, il y a tout cela. Ça veut dire, en fait, il y a toute la continuité de ces luttes, mais en même temps, il y a une rupture. Et c'est par cette rupture qui, pour moi, cette révolution prend une qualité révolutionnaire. C'est pas parce que demain, elle va renverser le régime. Je l'espère. Mais il y a une rupture qui est déjà consommée. C'est une révolution existentielle. Et je reviendrai dans le temps, puisque pour laisser la parole aux autres. Donc, 2 points importants, c'est, voilà, pour moi, ce qui caractérise le moment actuel, c'est la continuité et en même temps la rupture. Et cette continuité, ça s'inscrit dans une historicité propre à l'Iran qui s'est illustrée tout au long de siècles. Et au centre, il y a la question des femmes, le rapport. Et quand je dis les femmes, c'est toute la société, c'est le modèle social qui est engagé, c'est les hommes, c'est la famille, etc. Ce n'est pas du tout un hasard que ça commence par la question du voile obligatoire, puisque tout au long de cette histoire, le voile est quelque chose qui représente les enjeux cruciaux sociaux et politiques de l'Iran. Et ça, effectivement, on y reviendra si vous le voulez. Voilà. Alors, quand j'ai vu le titre de ce programme Révolution, point d'interrogation, ça m'a tout de suite interpellée et j'ai trouvé intéressant d'essayer de voir quel genre de réponse, parce que c'est une question, quel genre de réponse nous pouvons chacune apporter à cette question. Et alors, lors d'une rencontre sur le Zoom, je me suis rappelé que, au fait, j'ai écrit mon premier roman, Le Cimetière de Verre, qui porte sur la Révolution de 79. Et je commence par, dans Révolution, il y a le mot rêve. Et c'est vrai que dans chaque révolution, il y a un certain rêve qui fait, si vous voulez, la base, le fondement du projet politique que la révolution, auquel la révolution adhère et qui met en avant. Et alors, ce mot révolution a une longue histoire en Iran. Shala a fait allusion, je reviendrai un petit peu plus en détail. On peut dire la première révolution iranienne a eu lieu, la révolution constitutionnelle a eu lieu en 1906. Mais ses prémices étaient déjà là vers la fin du 19e siècle et les femmes y ont joué un rôle. Et déjà l'histoire de la revendication sur le voile qui était autre chose qu'aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le niqab, c'était un long tchador, etc. C'était beaucoup. C'est-à-dire la femme était une sorte de masse noire qui, à l'intérieur de la maison, était emprisonnée dans le cœur de la maison, était une sorte de forteresse patriarcale, et le cœur de la maison était, si vous voulez, réservé aux femmes,
pour que les visiteurs ou même les gens de la famille ne la voient pas. Et donc cette prison, c'était une sorte de prison, et cette prison-là était en extension par ce tchador noir avec le niqab, etc., à l'extérieur. C'est-à-dire, les rares fois où la femme devait sortir, elle portait cette prison ambulante avec elle. Mais pour revenir aux mots, parce que en tant que romancière, c'est toujours important pour moi, le mot, les significations cachées. C'est intéressant de remarquer qu'il y a encore quelque temps, le mot révolution, encore quelque temps, même un an ou deux, le mot révolution avait mauvaise presse en Iran. Au cours de plusieurs mouvements insurrectionnels récents, je reviens depuis donc l'histoire de la République islamique, on a eu plusieurs mouvements insurrectionnels. Il y a eu les étudiants, il y a eu bon, je vais pas vous encombrer avec les dates, mais il y a eu les étudiants, il y a eu un mouvement qui était, si vous voulez, qui s'était incarné dans le slogan "Où est mon vote?". Donc c'était une sorte de revendication sur des élections truquées qui ont amené au pouvoir Ahmadinejad, son nom vous dit quelque chose. Et puis ensuite, il y a eu récemment, depuis 5 ans, depuis 2017, nous avons eu plusieurs mouvements insurrectionnels. Le premier, c'était sur la vie chère. Le deuxième, c'était sur la hausse du prix du pétrole, etc. Et on voyait pas ressurgir le mot révolution. Alors, le mot réforme régnait sur tout ça jusqu'à un moment, mais à partir de 2019, on a commencé les gens ont commencé à crier réformistes, fondamentalistes, votre messe est dite. Et ça, parce que justement les islamistes parlaient eux de réforme. Alors, vous savez que bon, je veux pas trop venir aller dans les détails, mais il y avait donc, oui, bien sûr, il y avait un grand mouvement. Il y avait une partie de ce régime qu'on appelait donc les fondamentalistes, l'aile dure, on dit. Les journaux en France disent l'aile dure, qui, si vous voulez, entoure la politique de Khamenei et donc son entourage. Et il y avait l'aile réformiste. Donc, on a eu plusieurs personnalités marquantes avec un ancien président Khatami qui était réformiste. Rouhani se faisait aussi passer pour réformiste, mais bon, c'est plus ambigu que ça. Nous avons des personnalités aussi qui de l'intérieur. Et tous ces mouvements résurrectionnels, si vous voulez, s'inscrivait pas, pour moi, s'inscrivait pas, parce que c'était une prise de conscience, si vous voulez, de la société. Mais les réformistes mettaient toujours leurs pattes dessus. Et ça ne sortait pas de ce cadre. Par exemple, quand vous dites non à la vie chère, vous voulez pas renverser le régime. Pas forcément. C'est une étape d'une prise de conscience. On le voit, enfin en France aussi. je vois l'acquiescement. On pense aussi à la France. Ou quand vous dites où est mon vote, si vous êtes pas content du résultat des élections truquées, c'est pas que vous voulez renverser le régime. Ce qui change aujourd'hui, c'est que cette jeune génération qui fait la révolution dans la rue, ces femmes, ces hommes, eux-mêmes appellent ce mouvement révolution 1401. Pourquoi ça veut dire 2002? Pourquoi 1401? Parce que nous sommes dans le calendrier de l'Hégire. Aujourd'hui, là, nous sommes en 1402 et ils appellent ça révolution 1401. Et eux-mêmes, ils l'appellent de leur vœu révolution. Donc, je pense qu'ils avaient entendu la question d'Abraham et la réponse était donc dans les rues de l'Iran où on disait révolution. J'arrête là, bien sûr, pour que... Justement, on verra comment qualifier ces événements. Avec vous, comment qualifier ces événements. Alors, Iris, c'est la génération qui n'est pas la génération K, de tous ces politiques qui se sont succédés en Iran et qui commençaient par un K. Eh bien non. Iris.
Alors, bon, d'une part, je donnerai pas forcément l'âge du capitaine, mais je suis peut-être un petit peu plus âgée que ce que vous pensez. Et aussi, je veux dire que j'ai quitté l'Iran il y a très longtemps. Donc, en fait, j'ai grandi en France. C'est un pays qui me tient à cœur pour mille et mille raisons. Et tout simplement, j'y suis née de parents iraniens, j'en parle la langue, et je continue, surtout depuis les événements de septembre, à suivre ce qui se passe au jour le jour. C'est peu dire, c'est presque minute par minute, hein, et parfois tard dans la nuit ou tôt le matin. Beaucoup de choses que j'aurais voulu dire ont déjà été dites par Shalom et par Surur. Il est important de tenir compte, effectivement, la réponse, pourquoi le mot révolution, c'est simplement parce que les Iraniens eux-mêmes utilisent ce mot. Donc, je pense que le questionnement est, voilà, on peut répondre assez rapidement à cette question. Mais effectivement, c'est une révolution qui s'inscrit dans une histoire et qui est, comment dire, c'est le fruit en fait d'un mouvement du temps long, hein, et qui a abouti à cette situation et à toutes ces insurrections que vous évoquiez, donc avec le mouvement dans le campus universitaire de Téhéran, notamment en 99, puis ce qu'on appelait le mouvement vert pour la deuxième élection d'Ahmadinejad, si on peut appeler ça une élection, hein, puisqu'effectivement tout le monde disait où est mon vote, et ensuite d'autres mouvements. Tout cela a amené à préparer le terrain à ce mouvement que l'on peut effectivement appeler révolution. Alors certains disent mais bon, ça a l'air de se tarir, est-ce que... Alors, il y a plusieurs choses à voir. C'est qu'en fait, la résistance continue au quotidien en Iran. Elle prend des formes variées. Vous avez, et Shalom l'évoquait hier, un nombre très important de femmes, de jeunes filles, de femmes et de jeunes filles de femmes de tous âges, si j'ose dire, hein, des jeunes filles jusqu'à des femmes âgées qui se dévoilent. Et ça, c'est un acte de résistance active, hein. Et vous avez aussi des actes de résistance plus audacieux. Je pense notamment à ce groupe, j'évoque un cas, mais il en est bien d'autres, de 4 jeunes femmes dans la ville d'Ispahan qui s'appellent les Ninja Girls ou Ninja Kids, je sais plus, qui doivent avoir environ 16 ans, qui font des espèces de figures acrobatiques magnifiques, habillées en jogging avec des baskets et sans voile, et qui se filment comme ça avec une espèce de détermination chevillée au corps. C'est ça qu'on a vu dès le début de ce mouvement, c'est-à-dire que ça a commencé avec des personnes qui avaient environ une vingtaine d'années, ce qui était souvent le cas dans les mouvements en Iran, et puis ce sont des personnes de plus en plus jeunes qui se sont engagées jusqu'à de toutes petites filles, hein. On a vu des vidéos, je ne sais pas si vous avez vu ces images de 3 petites jeunes filles, 2 habillées en rose et une en violet, qui marchaient, et on les voyait de dos, qui disaient Zan Zendegi Ozodi, donc femme, vie, liberté, comme ça, avec leur petit corps déterminé, le voile à la main. Donc ça a vraiment touché toutes les générations, ça a touché toutes les couches de la société et aussi tout le pays. C'est-à-dire que à la fois les grandes villes, les petites villes et les différentes régions géographiques. Bon, alors tout événement et enfin, je veux dire, toute occasion est bonne pour que le feu rejaillisse. L'anniversaire, par exemple, d'une mort, le 40e jour du deuil d'une des personnes qui a été tuée durant le mouvement, où là, il y a un jeune homme kurde il y en a 2 en réalité, qui est mort sous la torture. Ça a provoqué une manifestation à Mahrabad. Vous voyez, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui montrent que le mouvement continue et qu'il est encore très actif. Et alors, une chose, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment parler de révolution? Et là, je reprends un peu les termes que Shalom employait hier. C'est en fait une révolution de l'ordre de la modernité, hein, qui est implantée dans les esprits et qui fait que ce qui se passe maintenant, il y a un avant et un après. Voilà, il y a vraiment quelque chose. On pourra en parler plus longuement, mais de l'ordre d'une modernité implantée maintenant dans les esprits, qui fait que les gens ne veulent pas de retour en arrière. Et ce sera dur, ce sera long, et il y aura probablement encore plus de morts, et on ne sait pas comment ça va advenir. Moi, je me refuse à dire ce sera à telle date, de telle manière. On n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on peut faire, c'est porter la voix des Iraniens et décrire ce qui se passe effectivement, hein. Mais il y a
un avant et un après par rapport à ce mouvement, et on pourra développer. Merci beaucoup. Je trouve que c'est remarquablement bien posé, les termes du débat. Alors, on va revenir un petit peu à la façon dont, dans la sémantique française, on parle de révolution. On est toujours gêné. Pourquoi? On salue la grande révolution, notamment un 14 juillet, mais pas seulement. Ça a été un instant déclencheur. Mais le mot révolution, justement, à l'époque des Lumières, ça signifiait c'est pas grave. La rotation d'un astre qui revenait à sa position initiale. Alors, certaines révolutions sont revenues parfois à leur position initiale, pire. Mais c'est ça l'ambivalence de la notion de révolution dans la langue française, c'est que ça veut dire exactement ce que vous avez dit, une rupture, un instant de rupture, et de rupture fondatrice. C'est pas la rupture de la destruction, c'est pas la rupture morbide d'une société qui va s'écrouler, c'est l'inverse. Et justement dans la dimension culturelle, ce qui me frappe, et pardonnez-moi d'un point de vue extérieur mais ami, c'est l'inventivité. L'inventivité des mots d'ordre, l'inventivité de la gestuelle, l'inventivité de la façon de se projeter vers l'avenir. Et tous, vous vous souvenez des mouvements comme ces voiles qui deviennent une chorégraphie. C'est pas seulement brûler le drapeau américain. Ça, on sait faire. Enfin, on a un peu oublié ici. C'est la façon dont, justement, même le vêtement participe du mouvement. Un autre point qui me semble important, c'est le fait que cette libération des corps, et toute révolution, c'est vraiment accompagné d'une libération des corps. Ça a été en partie vrai en mai 68. Et cette façon de se dire, je suis libre dans mon corps, comme je suis libre dans mon esprit, comme je suis libre dans mes relations, comme je suis libre dans mes paroles. Et c'était beau. Il y a aussi l'invention dans l'humour. On en reparlera demain matin. Mais vous vous souvenez, et ça continue partiellement, le lancer des turbans, cet extraordinaire geste qui n'est pas violent contre l'intégrité de la personne, mais qui va tellement au-delà. En enlevant le turban, on met à nu un homme. Tout simplement un homme. Pas grand-chose d'autre. Et un homme, je dis pas grand-chose d'autre, dans le sens où quand il n'a plus son turban, il n'a plus son pouvoir, il n'a plus sa reconnaissance sociale. Donc, l'inventivité, la création, et c'est ça qui signe la révolution. C'est-à-dire que on fonde quelque chose. On ne sait pas très bien quels seront des instants qui pourront être violents. Il y aura des répressions, il y aura des peurs. Ça a été si bien dit dans le texte de Chala hier au soir. La majorité des gens peuvent avoir peur jusqu'au moment où tout le monde comprend. Tout le monde, presque tout le monde, qu'il y a un engagement collectif. Et c'est cette relation entre l'individuel et le collectif. Individuellement, on est changé. Collectivement, on transforme. Femme, vie, liberté, c'est extraordinaire. On a l'essentiel. L'égalité femmes-hommes, on commence d'abord par celles qui ont été opprimées. Vie, tout le monde. Liberté, encore plus. Et c'est l'universalisme de cette révolution qui est en marche. Donc, on va peut-être avancer sur... Alors, oui, il semble bien qu'on puisse parler de révolution, mais alors, si vous le permettez, dans ce pays où aujourd'hui, on confond des postures, on confond la violence avec la révolution, c'est pas parce que on va vouloir l'anéantissement de quelque chose, c'est pas seulement parce qu'on va vouloir le lynchage. Non, c'est pas ça, justement. Ce qui se passe en Iran,
ça n'est pas une posture. C'est un véritable engagement. Donc, est-ce que l'on peut continuer là-dessus? Comment qualifier justement ce qui se passe dans cette création, dans cette vision nouvelle? Et là, très modestement, cessons-nous de parler aujourd'hui à partir d'émeutes de révolution et regardons ce qui se passe en Iran. Oui, très très belle. Ça veut dire en fait cette réflexion que tu lances à plusieurs points qui sont essentiels. Ça veut dire en fait la question de la créativité face à un ordre morbide, à un ordre meurtrière plutôt. Et puisqu'il suffit de regarder que la réponse de la République islamique face à tous ces inventions, c'est la mort, c'est la répression. Donc femme, pour moi, je l'ai écrit. De toute façon, on n'aura pas le temps d'aborder tout. Et si vous allez sur mon site, il y a plein d'entretiens ou des articles aussi, et y compris un article sur la signification de chevelure dans cette, ça veut dire le fait de geste de couper les cheveux, c'était dans Le Monde, ou ailleurs. De toute façon, vous pouvez trouver les éléments, puisque à mon avis, c'est vraiment un laboratoire de réflexion, ce qui se passe en Iran, pas seulement pour l'Iran, pour le monde entier, et ici pour la France. Et parce que nous sommes dans les mêmes enjeux des valeurs humaines, universelles, la question et quand tu dis par rapport au voile, on l'a dit dans la dernière intervention, mais je tiens à dire que aucun des manifestants n'a pas tiré le voile sur la tête d'une femme, le contraire s'est fait. Ça veut dire que les agents, les femmes islamistes, organisés par le régime, ils ont tiré ça veut dire, en fait, ils ont tiré les autres filles dans la rue, ils l'ont violentée, elles les ont violentées, et ça aussi, ça renvoie quand même à une réflexion nécessaire. C'est pas une question des femmes, n'est pas une masse homogène. Quand on dit femme, c'est bien sûr, pour moi, c'est parce que le système politique qui a été instauré, qui est l'islamisme pour moi n'est pas l'islam. L'islam est une religion qui peut se pratiquer de 1000 façons, et l'islamisme est une idéologisation du religieux. Cette idéologisation du religieux, comme les autres mouvements fondamentalistes que j'appelle les néo-fondamentalistes, ça veut dire en fait en Amérique, ailleurs sur l'avortement, ici, c'est la base. La colonne, la base, le pied, c'est les femmes, c'est la répression sexiste, homophobe, etc., etc. Et donc, sur cela, il y a toute une pyramide de pouvoir qui a été construite, et à la tête de cette pyramide, c'est le pouvoir absolu de leader suprême religieux, Khamenei, qui a remplacé Khomeini. Donc, si vous voulez, c'est un ordre totalitaire de pouvoir qui n'est pas la même dictature qui était avant, pour le renversement de laquelle la révolution de 1979 a été faite, c'est une répression totalitaire, alors qu'on était dans une répression dictatoriale classique, où la vie, par exemple, les gens étaient libres de porter ce qu'ils voulaient, d'aller là où ils voulaient. On est dans la notion arendtienne de la répression totalitaire, où tous les champs de vie sont dominés par une répression. Et ça, c'est la vie face à cela. Femme, parce que, oui, parce que. C'est d'où d'ailleurs cette créativité à chaque instant, la vie qui s'affirme devant la mort, qui est incarnée par ce régime meurtrière. Et liberté, tout se passe par là. Et le fait est qu'on ne tire pas le voile sur la tête d'une femme parce qu'on ne veut pas être violente, mais on tire le turban. Ça, c'est le pouvoir, le symbole de pouvoir. Donc, la laïcité. Donc, effectivement, cette expression, cette demande de la séparation entre la religion et le politique qui, dans tous les slogans, maintenant, on n'a pas le temps, si j'avais fait déjà, quand il y avait la vie, l'émeute sur la vie chère dont parlait Sourur, moi, j'étais très étonnée que les journaux français, les médias mainstream dominants ne parlaient pas du tout de politique. Ils disaient c'est économique. J'ai écrit un article qui a été publié à Marianne qui disait écoutons les slogans des manifestants en Iran. Et un des slogans était tu as fait de la religion un tremplin, tu nous exploites. C'est politique, c'est éminemment politique. Tout a été politique.
tout a été, et donc effectivement, si on a en tête cette structure de répression totalitaire et qui est passée, pour donner encore une autre notion, mais un peu plus complexifier le tableau, à partir des années 2000 ou même un peu avant, on est passé à ce que Václav Havel appelle post-totalitarisme. Ça veut dire en fait une corruption généralisée de pouvoir où même les gens qui répriment les autres ne croient plus dans cette idéologie. C'est plus la question d'argent, la question de pouvoir. Donc ils défendent leurs intérêts. Et donc le pays sombre dans la pauvreté, le pays sombre dans la prostitution, le pays sombre dans la drogue. Et la jeunesse qui est dans la rue, c'est les couches les plus pauvres qui donnent leur sang. Ça veut dire, en fait, contrairement à ce qu'on pensait, oui, le voile, la femme, vie, liberté, c'est quand même des questions bourgeoises. Non, je suis désolée, c'est une révolution existentielle à la fois économique, politique et sociale et culturelle qui s'exprime. Et donc, voilà, si vous voulez, c'est là, et j'arrête sur ça pour donner la parole aussi. Oui, ça ressemble singulièrement à des textes magnifiques, justement autour de 1789, sur l'égale dignité des personnes. C'est la dignité qui est en jeu. C'est pas seulement une capacité économique, etc. Alors justement, d'ailleurs, il y a un petit aspect, et je sais que Sorour y tient aussi beaucoup, si vous le permettez, qui est cette dignité qui fait que l'on va retrouver aussi la dignité de la culture persane. C'est-à-dire que juste, c'est pas un retour, c'est une façon, une renaissance. Alors justement, cette révolution renaissance. Oui, alors je voulais juste en passant faire deux petites remarques sur ce qu'on a dit toutes ici, pour continuer la réflexion sur les mots. Puis il y a les symboles, donc l'envolée des turbans, c'est déjà un symbole très fort de ce à quoi aspire cette population qui prend le risque d'être tuée rien que pour ça. L'envolée des turbans, et puis jeter au feu le voile. Alors, quand je dis le voile, il faut dire le hijab, je pense, en France, pour qu'on comprenne vraiment le sens de ce mot. Le voile, c'est le hijab. Voilà, c'est ce qu'on... Et jeter ça au feu. Alors, tu as dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule, je l'ai noté. Le monde entier a vu les Iraniens brûler le drapeau américain pendant 44 ans. Et là, ces femmes, elles ont brûlé leur propre hijab comme le drapeau de la République islamique. Et c'est toi qui viens c'est l'importance d'un regard extérieur. Je l'avais pas ressenti comme ça, mais là, je comprends que c'est ça, en fait. La signification de jeter ce voile au feu, c'est le drapeau de ce régime-là. Alors, je veux revenir au slogan. Nous avons des séries de slogans tout à fait incroyable parce que vous savez, les manifestants sont peut-être pas des observateurs politiques, des théoriciens, des romancières, des sociologues, mais leur analyse est très précise et les slogans sont très précis toujours dans ces manifestations. Alors, un des slogans absolument remarquables depuis 2017-2018, c'était Mollah full camp ou Mollah déguerpi. Ça, dans les manifestations, déjà pour la vie chère, déjà pour la hausse du prix du pétrole, de l'essence, on le disait. Donc, il y avait quand même une analyse qui faisait le lien entre ce régime et sa politique économique. L'autre slogan, c'est alors, il y a deux aspects. Il y a mort au dictateur et il y a nous ne voulons plus de la République islamique. Un nous qui surgit.
Et donc ça aussi, c'est très important pour l'aspect auquel je faisais allusion, c'est-à-dire un changement de régime. On veut pas de cette dictature-là, qui est la République islamique. Mais pour revenir à la question donc de la révolution, moi je distinguerais, pour faire, ça va de pair, hein, mais pour schématiser, je distinguerais une révolution politique qui est donc qui est incarnée dans ces slogans, changement de régime, et une révolution, comme tu disais, culturelle. Quand on dit est-ce que la révolution a échoué, parce que c'est la question que les journalistes se posent en ce moment, je dis de quelle révolution vous parlez. La révolution politique n'a pas encore abouti à son objectif, qui est ce changement de régime. Mais la révolution culturelle est là. Elle a totalement réussi. Elle est là. On est arrivé à un point de non-retour. Les femmes qui, malgré la torture, les arrestations, les assassinats, toute l'oppression farouche que le régime a imposée, elles continuent à se balader sans rien, les cheveux au vent. Et ça, c'est pas juste un acte, c'est vraiment un acte politique qui a son contenu culturel, c'est-à-dire elles sont là, elles n'ont plus peur comme tout pendant 44 ans, et c'est ce qu'elles reprochent aux générations passées et disent vous avez eu peur. Et on les appelle souvent, je dirais dans quel contexte j'ai appris ça, on appelle les aînés la génération du silence. Parce qu'en 2009, il y a eu une énorme manifestation contre les élections truquées et les gens ont défilé en silence. Et donc cette génération Z, cette nouvelle génération, reproche cela à ces aînés qu'ils appellent de temps en temps génération du silence. Donc pour vous dire, une révolution culturelle a déjà lieu, qui est une renaissance. C'est pas qu'on a d'un seul coup, ce sont des revendications qu'on avait dès la révolution de 1906 sur la sécularisation, sur la liberté de la femme. C'est le rêve, quand je dis dans Révolution, il y a rêve, c'est ce rêve qu'ont eu les femmes iraniennes sur leur statut, qui est là en tête, en exergue dans ce formidable slogan Femme, vie, liberté, qui est tout un programme politique aussi. C'est pas juste le rôle, c'est parce que quand on souligne le rôle de la femme qu'on met en tête, la vie au cœur, parce qu'il faut savoir que cet islam chiite nous a apporté la culture de la mort, du deuil, du martyr, le culte du martyr qui nous a vraiment, qui a fait le sens d'après eux, de toute cette culture qu'ils ont imposée, et puis le rêve de la liberté. Merci. Et je vais passer le micro avant de te le passer, Iris, pardon, à Chala, parce que ou tu. Ben non, mais bon. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire, donc je vais tâcher d'être brève. Ce que vous disiez, Madame Costa-Lascou, à propos, Jacqueline, de la révolution, j'étais en train de me faire la remarque, c'est vrai, mais ça, je suis pas sûre que ce soit vrai pour la révolution islamique, comme on l'appelle. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi une des distinctions à apporter. Et alors, en fait, Parmi ces choses qui font qu'il y a un point de non-retour, une des choses qui me paraît importante, c'est la fracture donc au sein de la société iranienne. On parle souvent des protestations contre la vie chère, et notamment, alors je nommerai pas, je vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un qui, quelques jours après l'attentat contre Salman Rushdie, a eu l'audace, sur un site que là je peux nommer, qui est celui d'Iris, de dire les Iraniens n'ont que faire de Salman Rushdie, ce qui est un véritable problème pour eux, c'est l'inflation. Alors, c'était assez étonnant, puisque finalement les faits, cette révolution Mahsa Amini a montré un mois après cet article, a donné tort à cet analyste. Bon, et la question finalement de la vie chère est toujours liée en Iran à celle de la structure même
du régime. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont vu le film Leila et ses frères, et vous avez aussi dernièrement, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des franges qui normalement devraient être les franges qui sont le soutien du régime, à savoir ce qu'on appelle les martyrs en fait de la guerre Iran-Irak, ces familles touchées de près, c'est les familles de martyrs qui ont protesté contre la vie chère et qui ont été réprimées. C'est-à-dire même les franges qui sont le plus proches du régime commencent à craqueler. Et ça, c'est intéressant. Tant et si bien que, par exemple, une personne comme Fatemeh Sepehri, qui est la veuve d'un martyr de la guerre, a même demandé à ce que le guide Khomeini soit démis de ses fonctions. Elle a demandé à ce que la République islamique cesse et à ce que ce soit une démocratie laïque. Donc, ça va quand même très très loin. Alors ensuite, donc, l'impression que ça me donne, c'est Eros face à Thanatos, pour en revenir à cette question de, alors peut-être que l'expression est un peu galvaudée, mais je pense qu'en l'occurrence, en Iran, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est dans la philosophie de la joie envers et contre tout. On sent un devoir, en fait, à cultiver cette joie en dépit de ce qui arrive, et même peut-être encore plus parce que ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre, face à des êtres qui ont toujours prôné la mort, le noir, l'obscurité, etc. Et elle a aussi cette révolution très à l'intimité. C'est une des choses que, puisque vous me donniez finalement ce rôle de parler de la révolution culturelle, je le fais avec plaisir. C'est en fait il y a quelque chose de très intéressant qui était déjà présent dès 79, parce que vous avez ce poème de Ahmad Shamlou, qui est un des plus grands poètes du XXe siècle, où il disait en juillet déjà 79, donc c'est quelques temps après la révolution, donc c'est 11 février 79 et ce poème date de juillet. On vient sentir ta bouche que tu n'aies dit je t'aime. Et donc en fait cette question de l'intrusion du totalitarisme jusque dans l'intimité des personnes était déjà posée, mais elle n'avait pas encore cette force-là. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette révolution, et on le voit aussi avec le film Aucun ours de Jafar Panahi, cette envie. Et donc maintenant avec cette révolution, moi ce qui me semble finalement le plus important, c'est que cette jeunesse ne veut plus vivre dans cette schizophrénie. Les Iraniens ont vécu pendant 44 ans dans les intérieurs, ce que disait aussi très bien Mina Kavani dans son seul en scène, dans AMD Range. On fait la fête, on boit, on danse. Elle disait même on baise, Donc et par contre, dès qu'on sort de chez soi, eh bien, on doit veiller à tout ce que l'on fait. On se sait sous surveillance. Et ce qui explose avec cette révolution, c'est cette idée qu'il faudrait vivre quelque chose à l'intérieur et donner à voir quelque chose à l'extérieur. Ils ne veulent plus de ce mensonge-là. Ils ne veulent plus être eux-mêmes que dans les intérieurs fermés. Et c'est cet espace qui vole en éclats qui, pour moi, finalement, est véritablement au cœur de c'est ce qui fait que c'est véritablement une révolution, en fait. Mais c'est tout à fait ça. C'est très, très important ce que vient de dire Iris. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, par exemple, ce matin, quand je regardais les sites iraniens, puisque chaque jour il y a quelque chose, il y a la nouvelle, le moment, ça veut dire l'actualité qui attire toutes les attentions, c'est ça veut dire le funérail d'un grand poète, Ahmad Reza Ahmadi, qui est aussi un poète que j'adorais, et dont la fille qui était un poète qui se disait, en fait, qui n'avait pas, de toute façon, l'art et politique, c'est déjà le sujet d'une réflexion, mais qu'on ne pouvait pas catégoriser parmi les dissidents, mais sa fille vient sur sa tombe, puisque quand il y a des personnalités publiques importantes qui sont enterrées, le régime s'en mêle, comme je vous ai dit, la répression, ça veut dire en fait ils veulent partout guider les choses. Alors, tout d'abord, la cérémonie a été refusée par la famille, ça veut dire les règles imposées par le régime a été refusées, malgré la répression totale. Même le drapeau de la République islamique qui devrait, pour la linceul, le envelopper, la famille n'a pas accepté. Ils l'ont remplacé par le drapeau iranien national. Et ça, c'est quand même un geste très fort. Et après, elle
elle a parlé, sa fille, sans voile. Et sur la tombe de son père, elle a dit que son mensonge, il faut en finir. Les autorités avaient quand même fait beaucoup de pression sur son père. Vous voyez, c'est ça, c'est cette distinction entre le privé et le public qui a été imposée par la guidance idéologique de ce régime et explosée par cette révolution. Et même les personnes qui ne sont pas de devant de la scène, maintenant, elles le disent. Donc, il y a deux murs qui sont tombés. Et pour les régimes de ce genre de caractère, que j'ai défini ailleurs, c'est très important. Le mur de la peur et le mur de mensonge, qui vont ensemble. Le mensonge et la peur sont liés. Donc, effectivement, c'est une révolution, moi, je dirais pas culturelle, politique, etc., je dirais existentielle, sous ta permission, sous ton contrôle. Puisque existentielle, ça comprend toutes les dimensions de la vie économique, politique, sociale et culturelle, et même psychanalytique, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il y a comme mur qui tombe quand le mur de mensonge tombe? C'est un retour vers une individualité créative et avec un collectif créatif. Ça veut dire, en fait, on est dans une réflexion démocratique par excellence. Pardon de faire une petite incise personnelle, mais cela me fait penser à Ahmad, qui a été un ami iranien avant Khomeini et qui faisait sa thèse, comme beaucoup d'étudiants iraniens en France, sur les sciences de l'éducation. Et que l'inventivité dans les sciences de l'éducation, oui, l'Iran a connu aussi ces mouvements intellectuels de réflexion sur l'éducation. C'est aussi pour ça que c'est un pays où il y a une majorité de personnes qui ont fait des études supérieures qui sont des femmes. C'est-à-dire que le changer la vie, ça passe aussi par l'éducation, ça passe par le travail intellectuel, ça passe par la création. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres pays musulmans qui nous l'ont indiqué. L'Afghanistan, à un moment donné, avait commencé, mais bon, on sait comment ça s'est terminé. Donc, merci de montrer que, comme le disait Srour, on passe du niveau des symboles à l'incarnation dans la vie personnelle, à l'expression collective. Et si vous le permettez, on va dire 2-3 choses sur la création, l'aspect créatif et justement cette vie. D'accord. Rapidement, alors, vous donnez un exemple de création qui vous vient à l'esprit, et puis on va terminer par une interrogation qui vous concerne tous. Et alors, nous, qu'est-ce que l'on peut faire? Quelle est notre solidarité là-dedans? Et en effet, pas des postures, pas des images, pas des réductions à une vie seulement économique, mais une image de création. Alors, il y a plusieurs choses, mais pour faire bref et pour donner plus la parole aux amis, je pourrais. Alors, vous savez, la littérature iranienne est très intéressante aujourd'hui sous le feu des événements, parce qu'on y décèle, on y décrypte les prémices de ce qui se passe dans la rue. Vous savez, on dit que la grande littérature, la littérature qui touche les gens, c'est la littérature qui relate la réalité. J'aimerais dire que, au fait, la grande littérature, c'est celle qui a en elle déjà les prémices de cette réalité qui n'est pas encore, qui n'a pas éclaté encore en plein jour. Et c'est ça qu'on voit dans la littérature iranienne contemporaine. C'est-à-dire, on voyait déjà dans les romans, dans les nouvelles, en partie dans les films, oui, dans le cinéma, en partie faites par les femmes, on voyait déjà ces personnages de femmes qui jaillissent comme ça, qui sont, je veux pas dire autoritaires, mais qui prennent leur destin à bras-le-corps et qui ont une volonté, qui imposent leur. Et ça, c'est le mouvement général.
Il y a plusieurs choses. Bon, je vais m'en passer, mais juste vous dire que pour le mois d'octobre, je prépare donc un recueil de 12 nouvelles de 12 écrivaines iraniennes. Et je les ai invités à écrire sur ce que leur inspire ce Femme, Vie, Liberté, le slogan ou le mouvement, ou les images, ou les personnalités qui ressortent de ce mouvement. Et je me suis dit peut-être pour aller au-delà, pour faire un pas au-delà de l'actualité, pour comprendre un petit peu justement l'histoire des mots, des symboles, etc., les histoires individuelles, ces femmes écrivaines qui ont déjà relaté des destins, qui ont créé des parcours de femmes et d'hommes aussi, hein, il n'y a pas que les femmes. Peut-être qu'elles ont un autre, peut-être elles sont plus perspicaces pour nous donner les clés de la compréhension. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de boucler, mais ce que je relève, c'est que c'est la place centrale du corps. Dans tous ces nouvelles, ces textes, ces essais, c'est l'importance du corps féminin. Comme si, dans le contexte iranien, la liberté passe par la liberté corporelle de la femme. Et ça, je trouve que on a mis du temps, on a mis peut-être plus de 100 ans à en arriver à cette conception-là, à cette compréhension-là. Omar Khayyam avait déjà montré la beauté du corps des femmes, mais c'était il y a longtemps. Bon, très vite. Donc, un exemple, et évidemment, lisez ce qui est écrit par nos amis qui sont ici et le travail qu'elles font. Mais une ou deux phrases là-dessus, parce qu'après, pour renvoyer, et nous, là-dedans, nous, ici, les assis, comme dirait Rimbaud, les assis. Donc, je pourrais seulement dire un mot, puisqu'en fait, on a un temps très limité. Pour moi, écriture a commencé en exil par un trauma. Ça veut dire c'est le traumatisme qui m'a amené, d'une part, les exécutions massives en Iran de ma génération, et donc j'y ai consacré tout un livre en 2002 en français, et effectivement, pendant un temps, j'écrivais les textes littéraires en persan, les textes et des essais en français. Après, j'ai sauté aussi ce tabou, et en fait, le premier roman en français était aussi le corps, les femmes, le corps, c'était en 2000, je sais pas, 11, non, je me rappelle plus. Avant. Voilà. Donc, en tout cas, je dis que ce qui me surprend dans la révolution Femme, Vie, Liberté, c'est ce que tu as dit. C'est que moi, en tout cas, dans l'exil, c'était un processus de réalisation à la fois dans le domaine politique, mais aussi littéraire, etc., très intime, mais en même temps, avec un dialogue avec les Français qui me disaient, Chala, est-ce que c'est pas par l'exil que vous dites ces choses-là? Ça veut dire, en fait, de mettre un peu en parenthèse en disant, est-ce que c'est pas ce traumatisme qui parle plutôt? Et aujourd'hui, ce que je constate avec joie depuis la révolution Femme, Vie, Liberté, c'est que le regard même occidental a changé sur ces questions. Et jamais, dans les choses que j'ai fait après, cette question n'est jamais revenue. Puisqu'en fait, le monde entier a vu, et il y a aussi un mur entre l'Iran de l'extérieur et l'Iran de l'intérieur qui est tombé. Le diaspora iranien s'est mobilisé très fortement. Nous, on était toujours mobilisés, mais il y a des millions des Iraniens qui se sont mobilisés. Et donc, ça fait partie aussi des créations, et les créations qui viennent de l'Iran vers ici, et nous, qu'on va vers là-bas. Ça veut dire, en fait, il y a tout un va-et-vient qui est très important. Merci beaucoup. Je continuerai sur cette idée du va-et-vient. Et alors, j'aurais envie de parler de beaucoup de choses en fait. Donc, je vais faire quelques annonces assez rapides. D'une part, donc parmi les librairies partenaires, vous avez à la librairie La Mémoire du Monde et La Chroniautrieuse des livres de nos invités, Sorur Kasmoui, Charles Shafir, parce que voilà, on parle des créations, mais elles sont aussi des créatrices. Et donc, je souhaite vous dire que vous pouvez faire l'acquisition de leurs ouvrages là-bas, et aussi d'ouvrages de d'autres personnes qui interviendront, notamment Monon et Estoni, qui sera là demain, Nassim Varobi et d'autres.
Et Shala, en fait, on a parlé un petit peu. Alors peut-être que certains d'entre vous n'étiez pas là hier à l'occasion de la lecture de ce texte par Jean-Paul Sermadiras. Donc le texte de Shala va être lu de nouveau par Jean-Paul Sermadiras au Théâtre de l'Étincelle le 17 juillet à 11h40. Donc je vous invite à y assister. Et donc maintenant, pour en revenir à votre question, il y a cette chanson Baroye, par exemple, qui a en plus reçu un Grammy Award, qui depuis l'Iran, et voilà, je veux continuer sur cette idée de Shala, de cet aller-retour. Depuis l'Iran, en fait, elle a essaimé partout dans le monde, et ensuite elle est devenue un petit peu le chant de la révolution. Tout le monde la reprenait dans toutes les. Il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait dire, des choses qui remontent un peu plus haut dans le temps. Mais pour moi, par exemple, l'œuvre. Je fais des sauts de puce là, mais de Nazanin Puyande est véritablement voilà, elle est peintre. Son œuvre graphique, c'est véritablement à l'image de cet esprit femme vie liberté, même si maintenant elle vit en France depuis longtemps, elle réalise ses peintures ici, mais pour moi voilà, et donc je poursuis avec cette traduction graphique avec le dessin de presse. On a fait une exposition avec Laurent Garot et Simon Co à la mairie de Guingamp sur le dessin de presse et l'actualité iranienne, et où on présente des dessins de Manane Istani que vous verrez demain et de Kianouch Ramazani qui ne peut pas être avec nous malheureusement. Et en fait, ce que je trouve intéressant justement, c'est que certains dessins qui ont été faits en Iran pour le concours de caricature du Guide dans Charlie Hebdo, eh bien, ont été repris par des manifestants en Iran. Vous voyez, donc c'est vraiment ce mouvement d'aller-retour. Et par exemple, un des dessins de Kianouch, qu'on a appelé le lieu des anses, vous voyez probablement duquel je parle, eh bien, a été repris aussi par les manifestants en Iran. Donc c'est ça qui est très intéressant. On en parlera aussi demain et probablement dans les autres tables rondes sur le thème de la liberté de création. C'est que finalement les œuvres qui sont créées en Iran nous parviennent. Bon, ça c'est pas très difficile de les dire, mais sauf parfois dans le cas d'œuvres comme celle de Jafar Panahi ou d'images tournées comme celle que l'on voit dans Cet hiver à Téhéran. Mais ce que nous faisons ici, enfin ce que les personnes de la diaspora font, leur parviennent aussi. Vous voyez, d'où l'importance, les œuvres de création, mais aussi l'importance de continuer à en parler en fait. Voilà, je m'arrêterai peut-être là-dessus. Voilà. Alors je ne sais pas, pardon, les organisateurs, il nous reste combien de temps? Bien sûr, c'est pour. Et ils sont déjà là, mais on peut les accueillir. Je pense que ça les concerne aussi. On a parlé suffisamment. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, alors la dernière question, mais vous avez déjà beaucoup dit de choses. Mais bien sûr, mais c'est alors dans l'aller-retour, dans le va-et-vient, on a bien compris qu'il fallait peut-être qu'on fasse un petit effort de prise de conscience ici aussi. C'est pas seulement la prise de conscience là-bas. Qu'il fallait que l'on fasse un peu peut-être de compréhension. Ça suffit, nos débats sur le voile, c'est un bout de tissu. Qu'on accepte les symboles dans toute leur force, qu'on accepte la création ailleurs et qui a une valeur universelle. C'est tout ça, mais finalement, j'ai envie de laisser la parole à la salle sur ce va-et-vient, et vous interviendrez, si vous le voulez, pour nous interpeller là-dessus. Je peux faire circuler aussi un des micros ou. Oh, merci. Et vous vous rendez compte, un micro qui circule avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Qui veut dire le passeur. Le passeur. Je signale que j'ai appris que Soror, ça veut dire la joie. Bon, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'a dit Shala hier soir dans son texte. C'est que dans cette révolution, il n'y a pas que de la violence, il n'y a pas du sang, des martyrs, il y a la création, on l'a dit, il y a la joie et quelque chose que Shala a qualifié de légèreté. Et oui, la légèreté d'être aussi. Un mot pour
Milan Kundera qui nous a... Et Kundera est quand même très aimé par les jeunes Iraniens. Du coup. On nous dit bon, alors on n'a pas une demi-heure. Un petit mot à vous. Absolument. Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro là. Oui, il y a il y a une très belle affiche où on voit en lettres arabes les mots femme, vie, liberté sous la forme de chevelure de femme. Ah oui, Oui, je vais juste dire ça. Non, c'est à vous la parole. Et vous, ce sera le dernier mot. Hélas. Quelque chose qui est vraiment primordial. Il y a des jeunes femmes iraniennes qui ont participé à toutes ces manifestations en Iran, qui jouent dans une pièce de théâtre au Festival d'Avignon. C'est absolument à aller voir, à ne pas manquer. Et donc, réellement, quand ils jouent, non, il y a beaucoup de place. Justement, c'est une pièce, les gens ne connaissent pas, mais ce sont des vrais gens qui ont participé à des manifestations. Mais quand ils sont sur la scène, on se demande est-ce qu'ils jouent une pièce de théâtre ou ils jouent leur quotidien. Ça s'appelle des Vita Activa. C'est dans le théâtre, la Porte Saint-Michel, à 19h30. Ça dure pas longtemps, c'est 35 minutes, mais ça vaut le coup parce que tous les jours, parce que vraiment on passe un moment d'émotion et c'est quelque chose à ne pas manquer et ils ont besoin absolument d'être soutenus. Et ils ont juste obtenu leur visa pour venir et rentrer avec tout le risque que ça importe de retour. Et ils en sont absolument conscients. Bon, merci de cette annonce. Donc, non, 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. Voilà. Bon. De Porte Saint-Michel. Mais vous avez compris, on aurait pu continuer beaucoup plus. Vous avez, je pense, apprécié la qualité de nos intervenantes et du débat. Alors, c'est à vous maintenant. À vous. Ici, là, dans ce pays, on est en effet un peu trop assis, comme disait Rimbaud, de réfléchir à tout cela. Et donc, simplement, Sénèque disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.